penser par le bien commun, d'abord il faut redéfinir un petit peu ce que c'est que le bien commun, parce qu'on fait toujours un amalgame avec les biens communs et l'intérêt général. Donc penser par le bien commun, ça suppose d'avoir un référentiel, d'avoir un point ultime par rapport auquel on va définir ces options, on va définir des critères de choix. Si je suis dans un univers totalement relativiste, c'est-à-dire où il n'y a pas de vérité, où il n'y a pas de valeur, ou alors où toutes les valeurs se valent, hein, comme disait Léo Strauss, si tout est relatif, alors le cannibalisme n'est qu'une affaire de goût. Donc est-ce qu'il y a quelque part un certain nombre de choses qui sont des principes, qui sont des interdits, des prohibitions catégoriques, comme la prohibition de l'inceste, au regard desquelles je vais me prononcer, je vais faire des choix. Donc penser par des biens communs, c'est avant tout une délibération qui sera forcément empreinte d'incertitude. Le bien commun, c'est pas la morale, c'est facile, la morale vous donne des normes, vous dit c'est moral, c'est immoral. Bon, voilà, bon, si c'est immoral, en principe, je ne le fais pas, ou si je le fais, je sais que je fais délibérément une transgression. Tandis que penser par le bien commun, c'est je me pose la question, qu'est-ce qui est conforme au bien commun, et comment ma décision va contribuer à développer ce bien commun, et en même temps, comment cette décision, elle est nourrie par l'existence de ce bien commun. Parce que si je vis dans une société qui nie le bien commun, si je conçois la société, par exemple, j'adopte la philosophie libertarienne de Ayn Rand, alors là, la société n'existe pas. La société, c'est une somme d'individus, et pour Ayn Rand, c'est l'éloge de l'égoïsme, et dans cet éloge de l'égoïsme, eh bien, les comportements sont dictés par un calcul rationnel, où chaque individu a pour devoir moral de maximiser ses plaisirs. Ayn Rand disait que le plus grand malfaiteur de l'humanité, c'était Kant avec son impératif catégorique, et que l'ennemi de la civilisation, c'était l'altruisme. Et elle expliquait ce calcul que chacun devait faire s'il voyait une personne en train de se noyer. Si on voit quelqu'un en train de se noyer, il faut le faire un calcul d'utilité pour savoir si ma vie est plus intéressante que la vie de la personne qui est en train de se noyer. Et si je considère que ma vie a plus de valeur que celui qui se noie, c'est immoral de le sauver. Donc c'est une apologie de l'individualisme absolu. Alors c'est peu connu en France, mais c'est très, très répandu aux États-Unis. C'était le groupe qu'elle avait créé, un groupe elle avait surnommé par ironie le collectif, dont l'ancien président de la Federal Reserve était Alan Greenspan était un des membres fondateurs. C'était une émigrée russe, donc c'est une sorte de bolchevisme inversé. Donc voilà, ça c'est la négation absolue de l'existence d'un bien commun, c'est une existence militante. Donc est-ce qu'il y a un universel dans lequel il y a des valeurs? Alors on peut le définir en trois niveaux. D'abord, premier niveau, le niveau matériel, c'est la mise en commun du bien. Bon, il y a des biens collectifs, alors ça c'est ce que l'on comprend généralement dans les logiques d'intérêt général. Il y a des choses à mettre en commun pour que ça marche. Bon, ça, on va parler des biens communs, j'ai besoin de mettre des transports en commun. Donc, deuxième question, il faut se poser la question de l'accessibilité du bien commun. Est-ce que tout le monde peut accéder au bien commun? Est-ce que le bien commun est vraiment commun? Est-ce que l'accès aux services publics, par exemple, il est égal pour tout le monde? Donc là, j'ai déjà des problèmes de politique publique qui commencent à être beaucoup plus intéressants, puisqu'on va se heurter des phénomènes sociologiques comme celui de la loi de Gresham, qui fait que les services sont plus facilement accessibles pour les gens qui ont le plus
de facilité pour y accéder. Or, lorsque vous mettez en place des services sociaux, par exemple, ce sont les gens qui en ont le plus besoin, qui auront le plus de difficultés pour y accéder. Donc, vous devrez, dans votre pensée des services publics, introduire cette variable de comment, effectivement, les gens peuvent y accéder. Et puis, la troisième dimension, c'est le bien du bien commun. Donc, en théologie, on parlera du bien de la communion, c'est-à-dire le bien que procure le fait d'être en communion. Donc ça, c'est l'effet systémique, c'est-à-dire que mon propre bien dépend du bien commun. Et le bien commun dépend de ma contribution personnelle au bien commun. Donc c'est une interaction entre l'individu et le tout. Donc le bien commun, c'est avant tout, c'est un processus de délibération. C'est pas un contenu, on peut pas dire ce que c'est. On ne pourrait pas former un parti politique du bien commun, ça serait par définition un parti tyrannique, parce qu'il figerait le bien commun. Donc le bien commun, c'est un processus ouvert. Savoir ce que c'est que le bien, savoir ce qui est bien pour moi, ben c'est une pensée, c'est une éthique de la pensée. Alors là, il faut reprendre les niveaux de pensée de Pascal, hein, si je les mets en termes modernes. Pascal, on retrouve également ça chez Montaigne, ou même chez Machiavel. Il y a des ordres de pensée qui ont chacun leur cohérence. Il y a, par exemple, l'économie. Si je raisonne en termes d'économie, au premier niveau élémentaire, bon, effectivement, il y a des principes de l'économie, il y a des coûts, bon. Je vais avoir un raisonnement économique. Il faut que j'aie ce raisonnement économique, et c'est tout à fait ça. Mais est-ce que un bon raisonnement économique me dit ce qui est bien ? Par exemple, je veux dire, c'est plus productif, telle chose est plus rentable matériellement. On va dire, c'est plus efficient. Ça consomme moins de ressources pour parvenir à un résultat. Est-ce que c'est bien pour autant? L'économie ne peut pas me dire ça. La gestion ne peut pas me dire ça. On a ce problème en gestion des politiques publiques. On a eu tout ce courant du nouveau management public qui a remplacé la réflexion sur l'efficacité des politiques publiques par celle de l'efficience de la gestion. Donc quelque chose qui était efficient devenait forcément quelque chose d'efficace. C'est la confusion entre, je reprends la distinction que faisait Peter Drucker, qui était le faire les bonnes choses et bien faire les choses. Donc doing the things right, doing the right things. Et le but, c'est de bien faire les bonnes choses. Donc là, il y a une combinatoire. Si je fais mal les mauvaises choses, de bonnes choses peuvent en résulter. Ça, c'était le cas de l'administration française sous le régime de Vichy. Si j'avais à dresser un état administratif pour de listes de juifs à déporter, mon but c'était de saboter mon travail. Si au contraire je disais, voilà, je fais mon travail, je suis dans l'ordre du juridique, alors là on n'est pas dans l'économie, on est dans l'ordre du juridique, donc j'applique le droit et j'applique le statut de la fonction publique, je suis dans la légalité. Mais est-ce que la légalité, est-ce que le droit me dit à nouveau ce qui est bien ou ce qui est mal? Non. Donc il faut au-dessus un ordre de la morale. La morale, c'est une société va dire qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral. C'est le corpus de valeurs collectives qui est reconnu. Bon, une fois qu'on a défini ça, eh bien, c'est encore assez facile, parce que la morale, c'est un impératif. On ne fait pas de choses immorales. Mais il y a ce phénomène du salaud moral. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, moi j'applique des principes, mais je les applique en dehors de tout contexte, de tout... et c'est pas du tout approprié à une situation, et je considère que, voilà, ma morale me dit, voilà, par exemple, l'interruption volontaire de grossesse, c'est mal. Voilà, c'est un principe moral. Mais j'ai de multiples cas particuliers qui vont faire que, est-ce que ça peut être une interruption volontaire de grossesse liée à, je sais pas, une imprudence, un caprice, etc. Donc là, je peux être agacé, ça peut être suite à un viol. Bon, il y a une multitude de cas. D'ailleurs, l'Église catholique, si elle condamne l'IVG par rapport à l'existence de l'embryon, le statut d'être humain qu'on accorde à l'embryon, ne condamne pas la personne qui va avoir à faire un choix entre deux mots. C'est ça la délibération éthique. Hein. Qu'est-ce que je vais sacrifier? Une personne vivante ou une personne qui vient juste de commencer sa vie? Ça, c'est de la délibération. C'est je fais des choix sans arrêt. Hein. Et ça, quand je travaille par exemple avec les urgentistes,
Les urgentistes, ils ont 25 lits. Et il y a 2 personnes, il y a 24 occupés, il y en a 2 personnes qui arrivent. Il y a un jeune de 24 ans et un vieux, chaque année qui passe, je dis un peu moins de mal des vieux, de 60 et quelques années qui arrive. Bon, l'urgentiste dit, je prends le jeune. Seulement, moi je vais soulever une objection. Celui de 60, c'est un professeur d'université en pleine forme, et celui de 24 ans, c'est un dealer des quartiers nord de Marseille. Bon, alors si j'introduis cette nouvelle dimension, qu'est-ce que je choisis? Et en même temps, le serment d'Hippocrate va dire au médecin qu'il n'a pas à intégrer ces critères, sinon ça devient tellement complexe que dans des situations d'urgence, on ne pourra pas faire ça. C'est une délibération, et c'est une délibération, comme toute délibération éthique, qui se fait dans la certitude, dans la prise de risque. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir de certitude. On ne peut jamais dire « je suis au service du bien commun ». Ça, c'est un jugement tyrannique par nature. Parce que je ne sais pas ce que c'est que le bien commun, ou alors je m'attribue la possibilité de définir ce que c'est que le bien commun, ce qui est la définition même de la tyrannie. Je ramène le bien commun à ma pensée personnelle. En tout cas, est-ce que tout ça ne va pas contribuer à figer le monde dans un système de valeurs qui ne doit pas bouger? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à tout ce courant bougiste. Hein. Le bougisme, qui a été bien défini par Pierre-André Taillefer, c'est puisque c'est nouveau, c'est bien. Voilà. Donc, ce qui était ancien, c'est pas bien. Bon, non, ça c'est absolument absurde comme manière de penser. Donc, il y a un besoin d'imaginer, des nouvelles possibilités, mais ces nouvelles possibilités, il va falloir les peser au regard des implications que ça va avoir sur ma vie, sur mon activité. Il faut que je me pense comme acteur du tout. Par exemple, je suis dans une entreprise, je suis un innovateur, donc si je suis un innovateur, je vais avoir tendance à proposer des idées nouvelles qui vont avoir une incidence sur la vie de l'entreprise. Donc je vais mettre le système, l'entreprise, l'association, tout groupe, je vais mettre la collectivité en déséquilibre. Donc la réaction de cette collectivité, le principe de l'homéostasie des systèmes, ça va être de rejeter les facteurs perturbants. Donc je vais avoir la récompense de mon initiative, ça va être d'essayer de me marginaliser, voire de me sanctionner, voire de m'expulser. Dans les grandes entreprises, c'est extrêmement rare que les innovateurs puissent rester dans les grandes entreprises. C'est pour ça que les entreprises, d'ailleurs, créent de l'essaimage, stimulent le départ dans des start-up, de manière à ce que les gens puissent être dans des milieux où ils vont pouvoir imaginer de nouveaux futurs. Et là, l'entreprise pourra choisir de réintégrer et de peser toute l'implication de ces innovations sur l'évolution de l'entreprise. Alors ça va appeler des formes de pensée qui vont entrer un petit peu en conflit avec les principes dominants de la pensée occidentale, qui sont en gros qui est le positivisme. Qui est le positivisme, et je raisonne par induction. C'est ce que Popper avait appelé le raisonnement par les signes blancs. Moi. Je constate que 99 signes sont blancs, donc je fais l'inférence, j'induis que la généralité, que le centième signe est noir, et que tous les est blanc, pardon, et que tous les signes sont blancs, jusqu'au jour où on a trouvé des signes noirs en Australie. Donc là, je vais remettre le raisonnement par induction. Va être remis en cause. La discipline intellectuelle, c'est d'arriver à montrer que c'est faux. Alors c'est faux, ça ne veut pas dire que je me suis trompé, mais ça veut dire que cette hypothèse ne parvient pas à expliquer la réalité. Elle n'arrive pas à formuler un tout cohérent, et il y a des événements nouveaux qui probablement n'existaient pas avant, qui viennent montrer que
ma vérité, jusque-là communément admise, ne fonctionnait pas. Voilà, il y a les grandes révolutions coperniciennes, tout ce qu'a montré Thomas Kuhn sur le passage de l'héliocentrisme au géocentrisme. Ce sont des avancées de la pensée qui viennent remettre en cause les paradigmes dominants. Il ne faut pas confondre l'état d'une vérité avec l'ordre social. Bien sûr, il y a un ordre social qui est bâti, il y a un ordre juridique qui dit qu'il y a un ordre juridique, dit qu'il y a des positions, il y a des rentes, il y a des systèmes en place qui vont être perturbés. Donc une société, quand on regarde, on fait de l'histoire économique, l'histoire sociale, on s'aperçoit qu'une société vivante, c'est une société qui accepte de se remettre en cause parce qu'elle a un certain nombre de principes supérieurs. Elle va justement essayer de dépasser le niveau de l'économie, du droit, de la morale pour dire, voilà, finalement, qu'est-ce qui est bien pour la société, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette innovation et qu'est-ce que ça va changer et comment je vais gérer cette évolution. Alors ça, c'est le raisonnement par abduction. Quand on fait de la recherche, on va stimuler le chercheur pour qu'au lieu d'induire le semblable à partir du semblable, il infère le différent à partir du semblable. Voilà. J'ai vu 99 signes blancs, et donc je ne vais pas chercher le centième, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, voilà, et s'il y avait un signe noir? Je ne parviendrai jamais à définir un système complet. Alors, on va retrouver ça en gestion des risques. Là, quand vous entendez quelqu'un qui dit « j'ai prévu tous les risques », ça veut dire que c'est quelqu'un qui prépare une catastrophe. On peut faire des scénarios de gestion des risques, on peut faire un très très bon travail de scénarisation, de prévision des risques, on va travailler sur des scénarios, mais on ne peut pas dire j'ai tout prévu, parce que l'environnement n'est pas fermé, le monde il est forcément ouvert, et donc il y aura toujours des paramètres que je n'aurais pas prévus, tout simplement parce qu'ils n'existaient pas. Ou alors, plus encore, parce que ma propre activité aura induit des changements de l'environnement, mon activité endogène aura modifié les paramètres exogènes, et ces paramètres exogènes vont créer de nouveaux facteurs de turbulence qui vont faire que les interactions endogènes à mon système ne pourront plus résoudre ces problèmes. Donc mon système ne sera pas à l'abri du risque. Donc il faut avoir sans arrêt cette réflexion, et toujours par rapport à cette préoccupation globale du bien commun. Une centrale nucléaire. Alors, je peux avoir un point de vue très intégriste, dire, voilà, le nucléaire, c'est pas bien. Voilà, par définition. Bon, j'ai le point de vue opposé, la nucléocratie va dire, le nucléaire, c'est bien. Bon, alors, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que le nucléaire a globalement été bien géré, mais il y avait des coûts qu'on n'avait pas prévus, c'est le coût de recyclage des centrales, hein, mais c'est pareil pour les éoliennes, c'est encore pire. Alors par contre, ce qu'on avait bien prévu, la loi française était bien faite, c'est l'affaire des déchets. Parce que les déchets, donc il y a eu la loi Bataille en 91, et là on avait dit, on ne sait pas quoi faire des déchets. Enfin, on ne connaît pas exactement la nature de cet objet, déchet. Donc on ne sait pas comment le traiter. Donc on va faire un programme de recherche d'une quinzaine d'années, sur 15 ans, puisqu'il était prévu de prendre la décision en 2006. Et là, en fonction de la recherche, avec une commission nationale d'évaluation chaque année qui regardait les avancées de la science pour savoir comment enfouir les déchets, il fallait prendre la décision en 2006. Alors le problème en 2006, c'est qu'entre-temps, on était passé du septennat au quinquennat. Donc 2006, on était en année électorale, autrement dit, personne n'allait prendre une décision sur la question du nucléaire. Autre élément, transformation endogène du problème, c'est que la notion de déchet, elle a changé. Le déchet ultime, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Il y en a très peu. Alors, surtout, il y a très peu de déchets réellement dangereux. C'est les déchets à haute activité, vie longue, qui vont durer plus de 300 ans, parce que l'horizon de temps, c'est un stockage dont on peut garantir l'innocuité à 300 ans, mais même on introduit dans des scénarios de nouvelle glaciation à 1,5 million d'années, puisqu'il y a des périodes d'activité, certains éléments radioactifs qui vont jusqu'à 1,5 million d'années. Donc si je stocke ça
dans des granites non faillés, ils peuvent être faillés par une nouvelle avancée des glaciers. Donc, alors là, c'est typiquement un raisonnement éthique, parce que dans 300 ans, on sera plus là. Donc c'est une responsabilité. Principe de précaution, originellement, dans le rapport Kurilski, c'était il y a de l'incertitude, donc je fais de la recherche. Et c'est devenu dans la décision publique, il y a de l'incertitude, donc je ne prends pas de décision. Ce qui est tout à fait pervers, parce que de toute façon, le progrès technologique déroulera sa propre logique. Donc cette dynamique de la pensée doit nous amener à concevoir des processus de délibération collectif où on va peser les divers éléments du bien. Et alors ces divers éléments du bien commun, ils vont se voir de manière différente. C'est le principe du NIMBY, Not in my backyard, c'est-à-dire êtes-vous favorable au stockage des déchets radioactifs de manière sûre? Oui, bien sûr, j'y suis favorable. Oui, d'accord. Donc le stockage sera à 5 km de chez vous. Ah non, je ne suis pas favorable. Donc c'est le not in my backyard. On est favorable pour quelque chose, mais pas à côté de chez moi. Êtes-vous favorable à ce qu'on construise une nouvelle ligne de TGV? Oui, j'y suis favorable. Mais elle passe à côté de chez vous. Ah non, pas chez moi, chez les autres. Bon, donc alors, là, il faut des processus de délibération. Il y a des pays qui sont très performants là-dessus. C'est la Suisse. C'est tout le débat qu'il y a eu sur l'organisation de la traversée de la Suisse par les transports ferroviaires. Parce que les poids lourds, parce qu'il y a une quantité de poids lourds qui transitent par la Suisse qui est absolument considérable et qui sont des poids lourds étrangers. Donc la Suisse supporte le coût, il y a la taxe à l'essieu, elle fait payer, mais il y a le coût des infrastructures, mais il y a le coût de la pollution. Donc là, il y a eu un débat politique national avec un référendum. Et en 92, il a été décidé qu'on construirait cette nouvelle infrastructure et que les camions ne traverseraient plus la Suisse. C'est-à-dire les camions s'arrêteraient à la frontière, les conteneurs seraient ferroutés et, arrivés à l'autre frontière, en Italie, seraient remis sur de nouveaux camions. Et donc là, le premier tunnel a été achevé il y a 2 ans, c'est le Löschtal, là. Et le débat public, alors il a été posé au niveau national, mais il a été posé au niveau cantonal et au niveau local, parce que les riverains, le débat a permis de conjuguer le bien commun général et le bien commun local. Et là, c'est une source d'innovation, parce qu'il y a des propositions qui sont faites et on trouve comment s'arranger. Il ne s'agit pas de dire, écoutez, vous n'allez pas être égoïste, hein. Si je fais un petit détour pour ne pas passer dans votre jardin, je transforme ça en tonnes d'équivalent pétrole consommé, donc vous voyez ce que ça va vous coûter? Non, ça c'est pas... On peut le faire comme ça, c'est ce que fait l'administration française. On a des gros trucs dans l'administration française, on vous dit au début, la route va passer dans votre piscine, voilà. Alors on dit, non, je fais une pétition, etc. Et puis finalement, on dit, non, elle va passer à 500 mètres. Vous dites, j'ai gagné. De toute façon, on avait toujours fait les plans à 500 mètres. Mais si je dirais directement à 500 mètres, bon, là, ça, c'est de la manipulation. C'est ce qu'on appelle faussement manipuler avec intégrité. Il n'y a pas beaucoup d'intégrité, beaucoup de manipulation. C'est comme le pâté cheval alouette. En Italie, dans le Val di Susa, c'est la liaison Lyon-Turin. Alors là, c'est tout le contraire. Il n'y a pas eu de débat. Ça passe dans le Val di Susa, donc qui va à Suse, qui est une ville, une région d'une grande richesse écologique. Les marchés avaient été donnés à M. Berlusconi, par le ministre de l'équipement de Berlusconi à son fils qui avait une entreprise de tunnels. Bon, tout ça c'était magouille et compagnie. Donc résultat, vous avez les curés qui ont prêché en chair contre la liaison et ce qui devait être terminé en 2007, il y a toujours des manifestations et le chantier est toujours bloqué parce qu'il n'y a eu absolument aucune délibération et que même la légitimité, alors il y a eu à nouveau, ils ont relancé un processus de délibération où les options ont été pesées. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une liaison ferrée au regard du tonnage à transporter? Quels seront les impacts? On veut mesurer les impacts sur l'environnement, on veut mesurer le coût social, on veut peser absolument toutes les options. Une appropriation
du débat expert par des citoyens, par des profanes, donc qui vont convertir toutes ces données économiques en impact sur un environnement général, sur l'environnement social, politique. Ils vont se poser la question, est-ce que c'est bien, au sens pas de la morale, mais au sens du bien commun? Il faut laisser la question ouverte. On a créé en France une commission nationale du débat public, mais cette commission du débat public va surtout porter sur la couleur des peintures. Voilà, il y a eu il y a quelques années, il y a eu un clash sur la centrale de Flamanville entre le président de la commission du débat public et un parlementaire qui était chargé du projet, qui a dit « mais l'Assemblée nationale a décidé, c'est la représentation nationale, vous n'avez absolument rien à dire. Alors vous pouvez discuter des conditions d'implantation, c'est-à-dire de la couleur des peintures, mais le principe lui-même, vous ne pouvez pas le discuter. Or, si on ne discute pas du principe lui-même, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'appropriation. » Ça suppose le développement d'un nouveau talent qui est l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est être capable de situer ma propre réflexion dans une compréhension collective du monde. Alors ça, c'est un apprentissage. C'est pas facile, hein. Il faut qu'on soit capable d'écouter. Alors, à nouveau, ça, on peut en faire un principe normatif, mais ça doit se structurer. Si vous organisez un débat public, il faut que ça soit structuré. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous allez donner la parole à ceux qui ont aux grandes gueules, aux agitateurs, etc. Bon. Donc, il n'y aura pas de débat public. Donc, il faut des modalités d'expression qui garantissent l'expression de tous, y compris ceux qui ne savent pas parler, qui n'ont pas l'habitude de parler en public, qui ne savent pas écrire. Donc il faut créer des modalités d'expression. Il y a des tas de modalités aujourd'hui. Enfin, techniquement, on sait organiser ce genre de débat. Et il faut laisser la possibilité de dire, voilà, le contraire de ce que l'on propose, le contraire de ce projet. Je pense à cette expérience qu'avait menée Bertrand Martin quand il avait repris Sulzer Diesel. Il avait repris cette entreprise il y a une vingtaine d'années maintenant. C'était sa dernière entreprise, il avait 55 ans, et il s'est dit je vais vivre l'évangile dans l'entreprise. Donc c'était moteur diesel à Saint-Nazaire, effondrement de la construction navale, crise totale dans une ville rouge. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le pouvoir aux ouvriers. Allez, voilà, on va faire des groupes d'expression, réinventer l'entreprise. Et les ouvriers, on lui a dit, mais est-ce qu'on aura le droit de tout dire? Il dit, oui, tout. Et même, on va même pouvoir parler des salaires. J'ai dit tout. Donc il a donné la possibilité de tout remettre en cause. Du coup, il y a eu un phénomène d'appropriation des finalités de l'entreprise. Et ces ouvriers, tout rouges qu'ils étaient, se sont devenus des excellents managers. Ils ont relevé des défis qui étaient de passer du marché du diesel marin au marché sur les centrales électriques chinoises. Faire des diesels pour fabriquer de l'électricité. Donc, alors, avec des coûts écrasés, des délais, bien sûr, totalement compressés. Donc, ce qui supposait de remettre en cause tous les processus de développement de l'entreprise, et donc les consensus sociaux, donc les modalités de travail. Donc, c'est une refondation totale de l'entreprise. Et Bertrand Martin raconte avec humour qu'une fois il a vu les syndicats, donc il est rentré dans son bureau, il dirait Monsieur Martin, on voudrait vous parler du salaire des cadres. Alors ils ont dit, ils vont me dire, ils sont trop payés. Ils ont dit, est-ce qu'ils sont assez payés? Parce que pour faire tourner l'entreprise, il faut des bons cadres. Et donc si ils s'en vont, bon. Voilà, alors l'entreprise, il en sort, c'est que ces gens ont développé il y a eu un tel processus de développement de personnel qu'ils ont retrouvé du travail, ils ont recréé d'autres choses, ils ont vécu une aventure. Donc ce qui compte, c'est pas l'entreprise comme support matériel, bien sûr ça compte, parce que c'est ça qui paye le salaire, mais c'est surtout, c'est l'aventure que l'on vit au service d'une fin. L'entreprise, il faut la vivre comme un terrain d'aventure dans lequel on va
faire des parcours, pouvoir s'épanouir, tout en créant de la valeur qui va permettre aux gens de bien vivre, de développer de la technologie, de l'activité. Comment ces principes généraux, comment je vais les faire vivre? Ce qui est intéressant de l'expérience de Bertrand Martin, c'est le processus qu'il a inventé, parce qu'il peut dire, voilà, je vais vivre l'évangile de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Je vais laver les pieds de mes ouvriers le matin? Non, c'est comment je le vis concrètement. Donc il faut trouver des modes opératoires qui font sens. Et le sens qui va être vécu par les autres, c'est pas forcément mon sens à moi. Le sens, il n'est pas donné. Le sens, c'est toujours une réalité émergente en fonction des interactions qu'on va avoir. Au début, on ne sait pas ce qui fait sens. Quand on fait des groupes d'expression, les gens, au début, il n'y a pas de bien commun. Bon, les gens, on dit, qu'est-ce qu'on a à se dire? Va lever la gueule de ce type, qu'est-ce que j'ai à lui dire? Moi, je ne parle pas des gens comme ça. Bon. Donc, on organise l'interaction, puis après, dire, ah oui, mais ça fait sens. Alors, ça fait sens, c'est pas parce que ça dit ce que je pensais. C'est pas, ils pensent comme moi. Ça aussi, on trouve ça dans les groupes. C'est, ah oui, finalement, c'est pas si mal parce qu'ils pensent comme moi. Donc ça, c'est encore celui qui n'a pas compris. Non, c'est justement, ils pensent d'une manière différemment, donc ça m'aide à penser, à développer ma pensée. Donc je découvre que ma pensée, c'est une pierre qui va contribuer à édifier quelque chose de plus vaste. Vous savez, c'est l'histoire des deux cantonniers. Vous croisez deux cantonniers sur la route de Louviers, comme dit la chanson. Hein. Premier cantonnier, il casse des cailloux. Là. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je casse des cailloux. Bon, on continue. 100 mètres plus loin, tac, 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 on trouve le cantonnier qui fait exactement le même travail. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je construis une cathédrale. Donc là, il a donné du sens. C'est le mythe de Sisyphe. Hein. C'est pas de l'idéologie, c'est pas de la propagande. C'est quelque chose qui se découvre, c'est quelque chose qui émerge, quelque chose qui vient de soi, et il faut qu'on arrive à trouver des processus délibératifs qui permettent de donner du sens. Alors ça, c'est tout le rôle du processus apprenant. Alors un contenu, un processus et du sens. Un contenu, c'est-à-dire on va raisonner sur des éléments matériels. Hein. Ça peut être la dimension économique. Hein. J'ai des réalités économiques, hein. J'ai des réalités matérielles, j'ai des réalités technologiques. Donc je vais travailler sur comment optimiser les processus, mon poste informatique, comment je vais l'implanter. Il faut que je me l'approprie, m'apporte un contenu. Mais ce contenu, il va y avoir un processus. Je vais avoir un processus d'utilisation, je vais avoir de l'usage. Et je vais, de cet usage, il va émerger un sens. Si je mets ça sur 3 axes, hein, contenu, processus et sens, contenu, processus, sens, il y a une espèce de développement en spirale qui va se faire comme ça. Donc je vais passer sans arrêt des modes opératoires, de l'analyse des faits, du processus de travail, et puis dit qu'est-ce qui fait sens.